Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec un peu de retard, vous m'excuserez puisque la rumeur est sortie lundi aux alentours de 9h du matin, on est déjà mercredi soir et donc après la guerre, je vais vous donner mon avis le plus détaillé possible sur le nouveau nom qui a été associé au PSG dans la presse, Foot Mercato d'abord, très vite confirmé par Jamel, l'équipe par Loïc Tanzi, RMC avec Fabrice Hawkins et enfin Outre-Manche où on a eu quelques précisions ces dernières heures sur le prix du transfert notamment. Au cas où vous ne le saviez pas, je parle évidemment de Jadon Sancho, c'est la rumeur du moment du côté du PSG, ça fait plaisir. Enfin, un nouveau nom. On va arrêter de parler de Joao Neves, Désiré Doué, Victor Osimhen, même si tous ces dossiers restent ouverts. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu aussi à ce poste et ce rôle d'ailier qui était initialement la priorité du club, mais depuis 8 jours, visiblement, la priorité était réorientée sur le poste de buteur. Bref, là, on est vraiment sur l'idéal typique dressé depuis le mois de mai par le club, ça a filtré 150 fois dans la presse, on recherche un ailier gauche droitier très percutant, capable d'aller chercher le 1 contre 1, marquer, faire marquer, qui fait les efforts défensifs. Alors Jadon Sancho les fait pas vraiment, mais avec lui on a aussi le bonus avec le fait qu'il peut jouer sur le côté droit opposé aussi. Bref, on va revenir sur tout ça, c'est un nouveau nom, oui et non, sans mauvais jeu de mots, puisque l'été dernier déjà, on s'y intéressait. On s'y intéressait dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Là, ça parle d'une 50aine de millions d'euros. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre, le prix, le salaire, et on va y revenir dans cette vidéo. On parle d'un joueur qui reste sur 6 très bons mois, qui ne sont pas à sous-coter. Vraiment, à Dortmund, il a été central. Ils sont quand même allés en finale de la Ligue des Champions. Contre nous, bien sûr, à l'aller notamment, on en a fait les frais. Nuno Mendes peut témoigner. Après, vous me direz, le PSG est spécialiste pour relancer le temps d'un match les joueurs qui sont en échec. C'est vrai que si on joue à ce petit jeu-là, on recruterait tous les joueurs de la planète puisque quasiment tout le monde a eu son heure de gloire face au PSG, même Ruben Loftus-Cheek au San Siro début novembre. Bref, dans tous les cas, il a été bon, pas que contre nous, Jadon Sancho, dans ce contexte de Dortmund qui lui réussit, qui lui a déjà réussi de 2017 à 2021. Ensuite, 3 années, du coup 2,5, il entame sa 4e saison à Manchester United, où bien sûr, alors pour le côté très chaud actuel, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux avec Erik ten Hag, visiblement, ils se sont parlé, ils ont aplani leur relation. Il a joué en amical, il a même été très bon, c'était contre les Rangers, je crois. Il est appelé, là, c'est Fabrizio Romano qui l'a dit il y a 5 minutes, il est appelé pour la tournée aux États-Unis de pré-saison de Manchester United. Donc, bon, de là à dire qu'il est dans les plans, je pense que ce serait ambitieux parce que la cassure en début de saison passée a été très profonde. Il a été mis à l'écart pour des soucis de discipline. Rappelez-vous, c'était au même moment que les histoires de violence conjugale d'Anthony. Voilà, au moment où Manchester United avec leurs ailiers, là, ça galérait vraiment. Et donc, cet hiver, ils l'ont prêté. L'intérêt du PSG semble réciproque du côté du joueur, qui est OK pour venir, sans pour autant avoir un accord contractuel avec lui. Ça risque d'être un peu plus difficile. Alors bien sûr, on parle d'un joueur, voilà, comme je disais, qui a 2 saisons et demie d'échecs pur et dur à Manchester. Voilà, en Première Ligue, en tout point. Il est même allé jusqu'à la dépression. Voilà, c'est même noté sur Transfermarkt si vous y allez. Donc c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud parce que Di Maria, vous me direz, les joueurs de Manchester United, d'un côté, être en échec là-bas, c'est pas la mort. Et il y a plein de joueurs qui, quand ils sont partis, on s'est rendu compte que c'était Manchester le problème et pas eux. Voilà, Di Maria, quand on le recrute, bien sûr, en 2015, ça c'est la référence pour les supporters parisiens. Mais là, on parle d'un joueur qui était en dépression. Il y a eu aussi le penalty manqué à l'Euro 2021 avec l'Angleterre, les histoires de racisme sur les réseaux sociaux, avec Bukayo Saka aussi, qui en avait suivi. Et là, à Dortmund, donc, déjà avant ces 6 très bons mois, il a eu quand même 3 saisons assez exceptionnelles, 3 ou 4 saisons, avec des statistiques tout bonnement incroyables. Voilà. Mais c'est vrai que Dortmund, c'est aussi un club assez particulier. On va pas se mentir, un club un peu de loser, donc ça t'enlève un peu de pression. Voilà, tu peux te permettre certaines choses à Dortmund que tu te permets pas ailleurs. Et puis un contexte bien sûr qui valorise ce genre de joueurs en échec.
parce qu'il y a le temps de jeu, parce que la Bundesliga est un championnat ouvert pour faire des statistiques. Je dis pas que la Ligue 1 est meilleure que la Bundesliga, il n'y a pas de meilleur championnat, peut-être même que la Bundes est meilleure. Simplement, les physionomies sont différentes. On peut se demander comment Sancho passerait d'un championnat assez ouvert au bloc bas de Ligue 1 et plus particulièrement du PSG, bien sûr, pour qui c'est démultiplié fois 10 000. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant l'échec à Manchester United que le fait qu'il ait brillé que dans ce contexte de Dortmund très très particulier. Au moins, avec Jadon Sancho, tu as un joueur que tu recrutes. Alors, à moindre prix, je sais pas, si on parle de 40-50 millions, c'est quand même énorme, mais un joueur qui, dans tous les cas, arriverait du moins sur le terrain avec un statut qui ne serait pas défini. Voilà, par exemple, une place de titulaire à aller chercher. Typiquement, c'est ce que Luis Enrique adore. Par contre, au niveau du salaire, c'est quelqu'un qui viendrait chambouler ta grille salariale jusque dans ses plus hautes places. Si on s'en tient à son salaire actuel à Manchester. Voilà. Pour revenir sur les joueurs en échec, toute proportion gardée, Vitinha, avant de signer au PSG, il était en échec à Wolverhampton. Et il était retourné à Porto avant. Et au final, aujourd'hui, mais il est connu à l'international. Son parcours en Ligue des Champions cette année fait qu'en Angleterre, les mecs le connaissent. Et c'est peut-être même le footballeur dans ce PSG le plus connu à l'international. Parce que son parcours en Ligue des Champions, ses matchs en poule face au Barça, ont fait qu'aujourd'hui, les Anglais savent qui est Vitinha. Les Anglais ont des références de Vitinha. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour beaucoup de joueurs dans l'effectif qu'on a actuellement. Voilà. Alors qu'il était en échec à Wolverhampton. Mais toute proportion gardée, bien sûr, parce que Vitinha, lui, n'était pas non plus tombé en dépression et n'avait pas aussi des soucis de comportement. Niveau prix, comme je disais, dans la presse anglaise, ça parle aujourd'hui de 40 millions de livres sterling, ce qui fait un peu moins de 50, 47, 48. Bien sûr, le format parfait, les gars, moi je vous le dis, Jadon Sancho en prêt avec une option d'achat non obligatoire, je prends. Et je fonce. Maintenant, au niveau d'un transfert ou alors d'une option d'achat, donc qui serait obligatoire, bon, je suis un peu plus réticent parce qu'on parle d'une opération à la Dembélé l'année dernière ou à la Barcola. Mais je fais plus le lien avec Dembélé, notamment avec le salaire, parce que Barcola, certes, tu mets 45 fixe, 5 de bonus, donc grosso modo 50 patates, mais il y a un petit salaire. Dembélé, tu mets 50 patates, il y a plus de 15 millions de salaire. Là, avec Jadon Sancho, c'est une opération très similaire. Alors, faut noter déjà que le Borussia voulait le garder après les 6 mois de prêt qu'ils ont eu, mais ils se sont retirés parce que Manchester demandait trop. La Juve, pareil, ils ont été très intéressés. Et au final, aujourd'hui, il n'y a aucun de ces deux clubs qui est sur le joueur. Alors, est-ce que c'est un bon signe pour nous de se dire qu'on est du coup tout seul et qu'on va pouvoir maximiser le prix négocié très durement avec Manchester United, même si de l'autre côté, faut pas non plus se griller sur les négociations avec Ugarte, voire avec Xavi Simons, parce que Simons qui, visiblement, alors la tendance à l'heure où je parle, c'est il refuse d'aller au Bayern pour rester à Leipzig, dans le même format que cette année. Moi, je trouve que ça accrédite la thèse selon laquelle il veut absolument finir en Première Ligue. Et donc, à un moment donné, si tu veux le vendre à 9 chiffres, bah, faudra compter sur Manchester United dans ce championnat anglais. Si c'est le plan de Xavi Simons, parce que s'il signe au Bayern dès cet été, bien sûr qu'il signe un contrat de 5 ans et qu'il est enfermé, comme au PSG, vous me direz. Et c'est pour ça peut-être qu'il refuse et le PSG et le Bayern, Xavi Simons. En tous les cas, c'est la tendance à l'heure où je parle. Elle peut évoluer. Ce dossier, j'essaye de donner mon avis, mais c'est incompréhensible. C'est très très chiant, parce qu'on nous annonçait une décision après l'Euro, et au final, ça fait 15 jours que le Coco est éliminé, 15 jours qu'il est au bord de sa piscine à siroter les cocktails, et au final, nous, on est avec notre canette de coca de merde, et on attend. On attend comme des cons, et peut-être même que ça nous bloque un petit peu sur le mercato. Mais je pense que là, on touche le bon bout, parce que le Bayern, qui refait une offre sur Désiré Doué, alors que très clairement, on va pas se mentir, Eberl, le directeur sportif là-bas, donc qui était ancien Leipzig, qui avait fait venir Xavi Simons à Leipzig, semblait faire du néerlandais la priorité au-dessus de Désiré Doué pour le Bayern, et donc les voir accélérer sur Désiré Doué, ça voudrait dire peut-être que le plan A, Xavi Simons, est un peu mort. Bref, pour revenir sur Jadon Sancho, je pense que 50 avec les bonus, c'est déjà très bien, limite le max. C'est le max pour lequel je serais enthousiasmé. À plus de 50 millions avec bonus, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué. Après,
si on parle objectivement, Jadon Sancho est en échec, ok, mais Jadon Sancho, c'est un joueur avec beaucoup de refs en Ligue des Champions, des saisons pleines, certaines où il dépasse les 15 buts, 15 passes décisives. Ça, c'est quand même pas donné. Kvaratskhelia, je ne sais même pas s'il l'a fait la saison passée, enfin celle d'avant, la 2022-2023, pas la 2023-2024. 50 millions, c'est ce qu'on met sur Barcola l'été dernier pour 6 bons mois en pro. Pour un joueur qui devait partir en Suisse en prêt en janvier, juste avant. Voilà. Et qui avait aucune ref en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que de l'autre côté, ce montant, on pourrait le relativiser. Le problème, c'est qu'on est à négocier ce montant avec Manchester United où il n'a rien fait. Et que du coup, ce montant, la valorisation faite 100% à Dortmund, quoi, dans le contexte Dortmund. Bref, au-delà du prix, parce qu'honnêtement, bon, ouais, le prix à la limite. Franchement, maintenant, j'en ai marre de répéter à chaque fois que c'est surpayé parce que tout est surpayé. Voilà. Hier, dans l'équipe, on entendait que le PSG sur Désiré Doué voulait pas faire une offre supérieure à celle du Bayern parce qu'on voulait plus surpayer. Alors, est-ce que c'est le PSG qui nous prend pour des cons avec leurs éléments de langage parce que 24 heures après, au final, on a fait une offre à 60 millions avec bonus et qui surpasse la seconde offre du Bayern. Donc, on a surpayé parce que 60 millions pour Doué, ça reste quand même énorme, surpayé. Voilà. Comme Barcola l'été dernier. Mais aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde a oublié les 50 patates. Les Lyonnais étaient très contents à ce moment-là d'avoir vendu un mec qui, pour 6 mois, est complètement surévalué. Nous, on est contents parce qu'on a signé un petit crack. Et voilà, plus personne n'en parle. C'est terminé. Mais c'est vrai que, bon, sur Kolo Muani, ça fait un peu plus mal aux fesses, quoi, de dire que c'est surpayé. Bon, bref. C'est comme ça. C'est le lot du marché actuel. Actuellement, en matière de salaire, Sancho toucherait 15 millions à Manchester. C'est énorme. C'est énorme. C'est potentiellement le double de ce que tu offrirais à Kvaratskhelia si tu le signais. Alors après, c'est sûr que Kvaratskhelia, par contre, l'indemnité de transfert, c'est le double des 50 millions dont on parle jusque-là. Mais voilà, Kvara, 7-8 millions, tu boucles. Là, on parle de 15 millions. Avec les charges françaises, en brut, ça te fait énorme. De l'autre côté, Nico Williams, par exemple, pour relativiser, parce que c'est un peu sorti que le PSG était sur lui. Moi, c'est une piste à laquelle je crois peu. J'avais mis dans mon mercato parfait, mais j'ai quand même l'impression qu'on a un joueur, déjà qui serait pas dérangé de rester la saison prochaine dans son cocon familial, avec son frère à l'Athletic Bilbao, qui est un club avec qui il a prolongé il y a 6 mois déjà. Voilà. À partir de là, tu as quand même dit l'essentiel du dossier, même s'il y a une clause libératoire. Et s'il devait partir, privilégierait l'Espagne. Même si je vois pas le Barça avoir les fonds, je vois plutôt Laporta se foutre de la gueule de ses supporters en se mettant, encore une fois, sur tous les joueurs qui sont un peu bankable pour faire croire que le Barça a un peu d'attractivité et puis au final se retrouver avec des solutions beaucoup plus low cost. Bref. Mais dans tous les cas, Nico Williams, c'est dans ces eaux-là le salaire que tu dois lui donner. Hein. Pour ceux qui me diront dans les commentaires, ouais, je préfère Nico Williams. Certes, il est plus jeune, de 3 ans. Par rapport à Sancho, Nico. C'est le même prix, ok, c'est le même prix. Mais en matière de salaire, il touche actuellement 11 millions. Donc si tu veux le faire venir, il faut l'augmenter, hein, surtout pour le faire partir de son pays natal. Donc grosso modo, limite, Nico toucherait même plus que Jadon Sancho en signant au PSG, parce que Jadon, tu peux limite négocier une baisse de salaire, vu sa dernière saison et le peu de clubs qui s'y intéressent, et puis surtout la volonté quoi de Manchester de le faire partir. Voilà, bref. Donc c'est vrai que c'est le salaire qui me fait très très peur. C'est le salaire qui me fait très peur parce que si tu mets ce mec-là à 15 millions tout de suite dans ta grille salariale, ça fait top 5, voire top 5, top 8 salaire. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est Lucas Hernandez, c'est Ousmane Dembélé. Et là, il y a un gros risque, surtout sur 5 ans. Parce que si c'est un transfert, bien sûr que le PSG ne connaît pas les contrats qui durent moins de 5 ans. Bref. Après, pour vous parler du joueur, comment ne pas l'aimer? Comment ne pas aimer le joueur quand il est sur le terrain? Bien sûr qu'il est et Luis Enrique compatible et PSG compatible. D'abord parce que c'est un vrai dribbleur avec une palette ultra large. Hein. Techniquement, c'est quelqu'un de très imprévisible qui est capable de faire beaucoup de choses, te lever de ton siège tout simplement au Parc des Princes. Et c'est ça que le public parisien apprécie. Voilà, avec Javier Pastore, tous ces joueurs un peu bling-bling, c'est l'ADN du PSG. Je suis désolé. Voilà. L'ADN, c'est pas les mecs qui sont là parce qu'ils sont nés dans le 93. Voilà. Donc, c'est vrai que là-dessus, c'est un joueur qui pourrait vite avoir le parc dans sa poche. Il est capable de jouer des deux côtés, grosse polyvalence, même dans l'axe. C'est vrai qu'on peut l'imaginer en numéro 10 parce que quand je lis encore une fois Jadon Sancho, mais aussi un autre nom qui a filtré, on va y revenir. Je me dis, attention, peut-être que Luis Enrique a dans un coin de sa tête de jouer avec un numéro 10 que Jadon Sancho pourrait être.
que Dembélé a été à quelques reprises la saison dernière. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a un joueur qui est capable aussi de mettre en valeur son latéral. Sur le côté gauche, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'automatisme, donc tout reste à construire. C'est vrai que c'est un peu le désert sur le côté gauche. Hein. Barcola, Nuno, Mbappé, Lucas Hernandez, Barcola, Likanguin, tout ça, c'est pas des relations qui ont vraiment fonctionné sur la durée. Il y a eu des petits coups d'éclat, mais pas grand-chose de vraiment flamboyant, alors que sur le côté droit, on a Ousmane Dembélé et Hakimi. Hakimi, justement, qui a joué avec Jadon Sancho, qui a déjà fait un bon duo avec lui. Donc ça, pareil, c'est un bon point. On a déjà vu que c'est un bon duo qu'on pourrait reconstituer. Après, Sancho, le défaut, c'est qu'il défend très peu. Et ça va dénoter avec Barcola qui a une vraie technique défensive. C'est-à-dire que quand il intervient au duel, il récupère des ballons dans sa surface d'une manière très propre, là où la plupart des attaquants feraient faute. Et Ousmane Dembélé, lui, applique très bien les consignes. Il n'a pas forcément une bonne technique parce qu'il peut faire faute, il peut y aller un peu n'importe comment, mais par contre, il va courir, il va se démener et il va appliquer à la lettre ce que lui dit son entraîneur. Donc là-dessus, Jadon Sancho, il va falloir qu'il soit très rigoureux. Très rigoureux parce que c'est indéniable. On parle d'un joueur qui a des problèmes de comportement. À Manchester, là je ne vais pas vous faire de dessin, avec Ten Hag, le torchon à brûler, mais aussi à Dortmund. À Dortmund, le directeur sportif, il le disait en 2020 par exemple, pendant le Covid, Jadon Sancho a fait venir un coiffeur à domicile pour faire sa coupe. Au final, il a pris 9 000 € d'amende par l'État fédéral allemand. Il a fait un tweet où il disait, où il s'en plaignait, quoi. Et le directeur sportif de Dortmund avait fait une déclaration comme quoi c'était difficile de le gérer. Très bon joueur, mais difficile à gérer. Il y a eu des épisodes de retard à Manchester, mais aussi à Dortmund, avant des matchs de Ligue des Champions. Voilà. Après, vous me direz, pareil, Dembélé, quand tu le recrutes l'année dernière, il y a ce passif aussi. Il y a ce passif où, quand il part de Dortmund, il laisse un appartement dégueulasse. Je crois que c'était un appartement qui appartenait à Jürgen Klopp, si je dis pas de bêtises, ou à quelqu'un d'autre. Mais voilà, un appartement dégueulasse, ou du moins c'est ce que la presse faisait filtrer. Ou au Barça, évidemment, on a les 11 minutes, 11 minutes au Stardust, je crois. Le fameux même où il arrive en retard dans sa bagnole avec le réveil qui sonne pas. Et au final, il s'est mis dans le droit chemin. Bien sûr, tout ça peut être plutôt positif. Mais la réalité, c'est que Jadon Sancho, il y a des problèmes à Manchester, il y en a eu aussi à Dortmund. Il y a une autre question qu'on peut poser, c'est est-ce que Jadon Sancho est une alternative à Kvaratskhelia? D'abord, Loïc Tandy a dit que sur le Géorgien, on n'a pas abandonné. On est toujours sur le dossier. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand on va s'entêter, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, peut-être que Jadon Sancho est un plan B à Kvaratskhelia. Ou alors, rappelez-vous, en début de mercato, on voulait recruter un ailier droit, plutôt axé sur la densité, les pistes Ryan Cherki ou Magnès Akliouche, par exemple, de Monaco. Peut-être que Jadon Sancho s'inscrit plutôt dans cette lignée-là. Parce que lui, il est capable aussi de jouer à droite. On peut l'imaginer à droite. Donc, est-ce que le PSG va vouloir faire et son ailier gauche et un joueur plutôt créatif sorti de banc Jadon Sancho pourrait être les deux à la fois, même si pour l'instant je l'imagine plus en sortie de banc. Et pour revenir sur les deux questions que je posais, je le vois plus comme une alternative à Kvaratskhelia. Voilà, parce que je le vois plus comme un joueur de côté. J'ai pas envie de faire de Jadon Sancho un joueur qui repique dans la densité, un numéro 10. Je vous parlais de cette hypothèse il y a quelques minutes, mais c'est vrai que je le vois plus dans les 1 contre 1, axé sur la percussion, la tonicité des appuis, et puis la créativité bien sûr, parce que c'est un joueur très très créatif en matière de dribble, en matière de passe et tout ça. Donc voilà. Après, numériquement, évidemment que rajouter un ailier dans cet effectif, c'est pas de trop. Et moi, je serais super content d'avoir Sancho, Dembélé et Barcola. Donc, c'est-à-dire un des trois sur le banc que tu peux faire rentrer à l'heure de jeu. Parce que les trois, chacun dans leur registre, peuvent faire des différences sur un match où tu es empêtré. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, dans l'effectif, il n'y a que Gonzalo Ramos qui peut te faire gagner un match. Ou Hakimi, quand il n'est pas titulaire, tu le fais rentrer. C'est vrai que c'est quelqu'un qui va apporter sa hargne et qui a marqué quelques buts intéressants, qui rapportent des points. Mais sinon, pas grand monde sur le banc. Likanguin, Asensio, je suis désolé, c'est pas des mecs qui, quand ils rentrent, te font gagner les matchs. Il y a eu des entrées un peu intéressantes. Par exemple, Likanguin te dynamite un peu ton attaque sur le match à San Siro qu'on perd 2-1. Mais pas grand-chose, quoi. Il se crée une occasion à tout péter. Voilà. Et c'est même pas une occasion franche. Asensio, pareil. Donc là, c'est vrai que si tu fais rentrer un des trois, de Sancho, Dembélé, Barcola, pardonne-moi, il y a un sacré step-up, par exemple, par rapport à l'année dernière. Et là, tu as un vrai joueur qui peut te faire des différences, qui va arriver dans les défenses fatiguées et tout ça, qui va être tonique, énergique et qui va pouvoir
marqué pour Jadon Sancho, un peu moins pour Dembélé. Voilà. Bon, disons que ça me rassure quand même de voir qu'on s'intéresse toujours à un ailier, parce que c'est vrai que depuis une semaine, les infos sur les numéros 9, Osimhen et tout ça, j'avais un peu peur. Je me suis dit, punaise, le PSG va recruter un 9, ils vont nous dire que si on recrute Désiré Doué, eh ben c'est lui l'ailier gauche, chose à laquelle je ne crois pas vraiment sur le long terme, je l'ai développé dans une précédente vidéo. Ou alors, pire encore, le scénario m'est venu ce week-end, je me suis dit, attends, Kolo Muani, Ramos, on nous dit qu'il faudrait vendre un des deux pour faire venir Osimhen, mais ça se trouve, comme on va réussir à faire partir aucun des deux, Luis Campos pourrait s'obstiner sur Osimhen, on recrute le Nigérian sans faire partir un des deux, et on nous dit, bah Kolo Muani, c'est l'ailier. C'est le fameux ailier, ce qui aurait été le pire de tout. Donc là-dessus, disons que ça me rassure un petit peu de savoir qu'on veut recruter quand même un ailier. Le mercato part aussi dans tous les sens, parce qu'il y a une info qui a été plutôt éloquente. Alors elle est fermée aujourd'hui, parce que visiblement le joueur est trop cher, c'est Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, quand ça a filtré, j'ai été très mitigé. C'est un joueur de 29 ans, donc c'est une tranche d'âge très différente de ce qu'on voit jusque-là. À voir si on va recruter dans ces eaux-là. On a eu le serpent de mer Bernardo Silva ces dernières années. Au final, il n'est toujours pas là, on l'attend encore. Kimmich pour cet été, qui a pareil le même âge que Bruno. Mais au final, c'est vrai que on est allé à 27 ans avec Lucas Hernandez et Dembélé, mais pas au-delà. Pas au-delà. Et du côté de Bruno, on parle d'un joueur qui aimerait le dernier gros contrat de sa carrière. Donc selon Loïc Tanzi, on était très intéressé, mais on a été refroidi par le prix. C'est un profil complètement différent de Sancho, Bruno. Là, c'est un milieu que tu peux imaginer. Alors, c'est difficile. Dans le 4-3-3 actuel, c'est vrai que c'est difficile. Plutôt relayeur, mais aussi, bien sûr, numéro 10, voilà, numéro 8, 10 avancé. Un joueur avec d'indéniables qualités. Mais voilà, là, c'est un vrai joueur axial. Comme je l'ai dit, on en revient à l'idée, peut-être que Luis Enrique a, de jouer numéro 10. Voilà. Ou avec des relayeurs autres que nos relayeurs compensateurs, que sont Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery. Des relayeurs qui vont combler les espaces laissés par les offensifs, plutôt que des relayeurs qui vont être très créatifs et des vrais dangers dans le dernier tiers. Bruno Fernandes est de cette seconde catégorie, bien évidemment. Voilà, c'est... Alors, c'est vrai que je suis sceptique, parce que c'est gros contrat. C'est un joueur qui a du caractère sur le terrain, il va courir, c'est vrai qu'il va... Ça peut être un leader, mais aussi de l'autre côté, peut-être un gros ego. Donc attention, peut-être difficile à gérer par moment. Mais voilà, c'est un milieu qui est ultra actif dans le dernier tiers, un danger direct sur le but par la frappe ou la passe. Donc ça me rassure vraiment de voir qu'au club, on se dit aussi que dans ce secteur axial du milieu de terrain, il faut des mecs qui ont une vraie appétence pour le but, tu vois. Par exemple, qu'on ne s'intéresse pas à Dani Olmo, bon, ça m'a un peu étonné. Voilà, bref. Désiré Doué, j'ai déjà fait un mini point plus tôt dans la vidéo. João Neves, c'est toujours pas fait. Dans 2 jours, il doit reprendre l'entraînement avec le Benfica. Il y avait certains médias qui nous disaient que le joueur ne voulait justement pas reprendre l'entraînement et se diriger directement vers le PSG. Bon, ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que les négociations, on l'a déjà vécu avec Vitinha Porto ou Ugarte Sporting. C'est un peu long. C'est vrai que le deal Nuno Mendes, c'est assez rare de faire un deal comme à cette époque en quelques heures. Au Portugal, à chaque fois, voilà, faut négocier. Rappelez-vous les clauses de Vitinha et tout ça, avec les affactureurs qu'on avait négociés, Antero Henrique qui revient dans le deal et tout le bordel, parce que les clubs veulent absolument que tu leur donnes le plus de liquidité possible dès maintenant, tu vois, et pas faire un lissage du paiement sur plusieurs années. Donc là-dessus, peut-être qu'on est en discussion très avancée. Je suis pas très inquiet sur le deal João Neves dans cette dimension-là. On va voir comment ça avance. On se retrouve demain, les gars, pour parler sûrement Xavi Simons, Désiré Doué. Il y a beaucoup de choses, évidemment, à en dire sur ce dossier, surtout que ça devrait évoluer dans les prochaines heures. Donc voilà, Jadon Sancho, je dois dire qu'en prêt avec option d'achat, je fonce. Transfert direct, là, je suis un peu plus mitigé. Mais si on réussit à faire 40 fixes plus 5 de bonus, c'est quand même très intéressant. C'est quand même très intéressant. Parce que le mec a 24 ans, par exemple. Kingsley Coman, ce serait le même prix, le même salaire. Pour un joueur qui, certes, a évolué à un niveau autrement plus élevé que Jadon Sancho, je parle en matière d'équipe, de contexte et tout ça, le Bayern, l'équipe de France, la Juve, c'est autre chose, quoi. En Ligue des Champions, il met un but en finale de Ligue des Champions, quoi, tout simplement. Mais 28 ans, beaucoup de blessures. Voilà.
Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et donc on se retrouve très vite les amis pour parler de ce mercato qui part complètement dans tous les sens. C'est très difficile à suivre, c'est très difficile de prendre du recul un peu sur tout ce qui est dit dans les médias au sujet du PSG. Ciao, prenez soin.